Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant. L'intelligence artificielle qui débarque dans le monde du code. Un peu comme un collègue programmeur, mais version turbo. On va regarder ça de plus près en s'appuyant sur vos sources, voir comment l'IA s'intègre vraiment dans le développement logiciel au quotidien. C'est quoi sa vraie place? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de voir les avantages concrets, hein, mais aussi les pièges à éviter. Et surtout, comment on peut utiliser ces nouveaux outils pour être plus productif, améliorer la qualité, sans se laisser complètement submerger, quoi. D'accord. Alors, pour commencer simple, quand on parle de génération de code par IA, de quoi s'agit-il exactement? Ben, en gros, on utilise des modèles d'IA, souvent ce qu'on appelle des grands modèles de langage, en LLM. Ils ont été entraînés sur des quantités gigantesques de code. Langage naturel, comme si on parlait à quelqu'un. Hmm. On pense tout de suite à des acteurs comme Google avec Gemini, Vertex AI Codé ou OpenAI bien sûr, dans le modèle Codex, fait tourner GitHub Copilot. Et ça marche comment pour un développeur au jour le jour? Ben, c'est assez simple en apparence. L'IA, elle prend une demande, ce qu'on appelle un prompt, et paf, elle propose du code. Ok. Mais ça va plus loin. Elle peut aussi traduire du vieux code, genre du COBOL en Java, ce qui est pas mal. Ou alors elle peut suggérer des corrections de bugs, ou même des façons d'optimiser le code qu'on a déjà écrit. D'accord, ok. On voit le potentiel. Les gains les plus évidents, c'est quoi? La vitesse, j'imagine? Oui, ça c'est le premier truc qui saute aux yeux, l'accélération. L'IA est très forte pour générer rapidement le code un peu répétitif, tu vois. Mhm. Les squelettes de projet, les fonctions de base pour taper dans une base de données, les fameuses opérations crudes. Créer, lire, mettre à jour, supprimer. Oui. Pareil pour les tests unitaires ou même la documentation. Ça libère pas mal de temps sur des tâches, bon, soyons honnêtes, souvent un peu rébarbatives. Et à part aller plus vite, est-ce qu'on gagne aussi en qualité de code? Potentiellement, oui, c'est intéressant. L'IA peut proposer des optimisations ou repérer ce qu'on appelle des code smells. Ah oui, les code smells? Voilà, des signes de problèmes potentiels, genre du code dupliqué ou une complexité qui sert à rien. Elle peut aussi aider pour le refactoring. C'est-à-dire réécrire le code pour qu'il soit plus propre? Exactement, améliorer la structure interne sans changer ce que le code fait à l'extérieur. Et l'aide au débugage, ça aussi c'est un point fort, non? J'ai lu ça quelque part. Absolument. Certains outils analysent le code pendant qu'on l'écrit, en temps réel. Ils peuvent te dire attention, là, tu risques une division par zéro. Ah, pratique. Oui, avant même d'exécuter le code. Ils peuvent aussi aider à décrypter des logs d'erreurs un peu obscurs. Il y a une étude de cas d'Amazon sur CodeGuru qui est assez parlante. Une suggestion de l'IA a permis de réduire pas mal l'utilisation du processeur. C'est impressionnant. Mais ça semble presque trop facile. Quels sont les bémols, les défis? Ben oui, c'est pas magique. Il y a plusieurs choses. Déjà, la quantité d'outils qui sortent, ça peut être un peu la jungle, quoi. On peut se sentir submergé. Hmm. Ensuite, un gros défi, c'est que l'IA a du mal avec le contexte très spécifique d'un projet complexe. Elle ne comprend pas vraiment le but final, le métier, comme un humain pourrait le faire. Et ce risque dont on entend parler que l'IA invente des trucs, les hallucinations. C'est ça, exactement. L'IA peut sortir du code qui a l'air nickel, super plausible, mais qui en fait est faux ou pas efficace, voire carrément dangereux pour la sécurité. Aïe. Donc la supervision humaine, elle reste absolument indispensable. On ne peut pas faire confiance aveuglément. Alors, justement, face à ces défis, c'est quoi les bonnes pratiques? Comment on utilise bien ces outils? La règle d'or, vraiment, c'est l'IA, c'est un assistant. Un super assistant peut-être, mais pas un remplaçant. D'accord. L'expertise humaine, le jugement, c'est crucial pour la logique complexe, l'architecture et surtout la validation finale. Ensuite, il faut apprendre à bien parler à l'IA, à faire des prompts clairs, précis. Donner le contexte, les contraintes. Voilà, plus c'est précis, meilleur sera le résultat. Et surtout, toujours relire, tester et critiquer le code généré. Sécurité, efficacité, logique, tout doit y passer. Ok. Et enfin, restez curieux. Ça évolue tellement vite qu'il faut se tenir au courant en permanence. Et côté outils, alors, le paysage a l'air vaste. Tu peux nous donner quelques noms, quelques exemples? Bien sûr. Alors, tu as les outils très intégrés dans l'éditeur de code, comme GitHub Copilot. Lui, il est hyper populaire, notamment avec VS Code. Oui, on en entend beaucoup parler. Après, tu as des solutions qui se veulent plus avancées, comme Zencoder. Eux, ils disent analyser tout le dépôt de code avec une technologie qu'ils appellent Repo Grokking pour avoir une vue d'ensemble. Et ils supportent plus de 80 langages. Ah ouais, quand même, hein. Google Cloud a aussi ses propres outils, bien sûr, avec Gemini Code Assist.
Et il n'y a pas que les grosses boîtes payantes, j'imagine. Il y a des alternatives? Non, heureusement. Il y a d'excellentes options gratuites ou open source qui émergent. On peut citer Codium, par exemple. Ou les modèles Llama 3 de Meta, Codestral de Mistral AI aussi, qui est français. Ah oui, Mistral. Ou encore des outils comme Continue.dev. Souvent, ces alternatives mettent l'accent sur la confidentialité, le code reste chez toi et le contrôle local. Tout ça, ça doit changer pas mal le métier de développeur au final, hein. Ah oui, indéniablement. C'est une évolution. L'IA s'occupe de plus en plus des tâches un peu mécaniques, répétitives, Mhm. ce qui, logiquement, devrait libérer du temps pour les développeurs, pour se concentrer plus sur la conception, la résolution de problèmes vraiment tordus, la créativité et bien comprendre les besoins des utilisateurs finaux. Donc c'est moins une menace qu'une transformation de l'outil. C'est exactement ça. C'est un changement d'outil, une évolution des compétences nécessaires, mais pas la disparition du rôle, je pense. Bon, alors, pour résumer, l'IA dans le code, c'est une vraie révolution en marche. Bien utilisée, avec discernement, ça peut vraiment booster la productivité et la qualité. La clé, c'est de l'avoir comme un assistant très puissant, mais qui a besoin d'être supervisé et de garder son esprit critique. C'est une excellente synthèse, oui. Et peut-être, pour laisser une question en suspens, au-delà de l'efficacité qu'on gagne tout de suite, comment est-ce que cette omniprésence des assistants IA pourrait transformer pas seulement nos méthodes, mais peut-être la nature même de la créativité et de l'innovation dans la façon dont on conçoit les logiciels demain? C'est une question intéressante, je trouve. Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une idée bien assez contre-intuitive dans le monde du développement logiciel. Ah oui, assez. Le vibe coding. Coder plus au feeling, à l'intuition. Ça change de la précision habituelle, non? Carrément. C'est un terme popularisé par André Karpathy, début 2025, je crois. C'est ça. Et l'idée, en gros, c'est d'utiliser les IA génératives, les chats GPT, Claude, Copilot, Oui, via des outils comme Curseur, Replit, on connaît. voilà, pour générer du code à partir de descriptions en langage naturel. Et le point clé, c'est que souvent, celui qui demande le code ne comprend pas forcément en détail comment il fonctionne derrière. D'accord. Alors, pour analyser ça, on a regardé plusieurs articles, développé.com, unite.ai, Google Cloud, même Wikipédia, et puis une vidéo intéressante de Mike Coder. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre. C'est quoi ce vibe coding? Comment ça marche? Quels sont les avantages potentiels? Et les risques, surtout. Et les risques, bien sûr. Est-ce que c'est l'avenir ou juste une mode un peu dangereuse? Ben, le concept de base, comme le dit Karpathy, c'est je visualise, je dis des choses, et ça marche la plupart du temps. Un peu magique, quoi. En quelque sorte, on passe de l'écriture minutieuse à la description de ce qu'on veut obtenir. C'est l'intuition, le flux créatif qui prime. Et le processus, c'est très itératif, si j'ai bien compris. Oui, c'est je génère, je teste, si ça casse, hop, je copie l'erreur, je la donne à l'IA et elle corrige. On affine comme ça. Mais cette idée d'accepter le code sans vraiment le comprendre, ça pose question quand même. Ah oui, et Simon Willison, un chercheur en IA, il émet une nuance importante. Laquelle? Il dit que si on prend vraiment le temps de comprendre, de valider le code généré, c'est plus vraiment du vibe coding pur. D'accord. Ce serait plutôt du développement assisté par IA, ce qui est différent. La distinction est là. Comprendre ou pas comprendre. Je vois. Et l'écosystème autour, ça prend... Ah ça oui, ça se développe vite. GitHub Copilot, par exemple, avait déjà 1,3 million d'utilisateurs début 2024. Ah oui, quand même. Curseur, 40 000 payants en août 2024. Et on voit même des startups parfois sorties de Y Combinator, Le fameux incubateur. exactement, où une bonne partie de leur code initial est généré comme ça. Du coup, le rôle du développeur, il change. Il devient quoi, un guide pour Un l'IA? peu ça. Guide, testeur, on parle même de prompt engineer, celui qui sait bien parler à l'IA pour obtenir ce qu'il veut. Bon, les avantages, on les imagine assez bien. Accessibilité d'abord, hein? Oui, clairement. Ça abaisse la barrière pour les débutants, ou même pour des gens qui ne sont pas développeurs à la base. Mike Coder le souligne. Créer un petit site, une appli simple, ça devient plus facile. C'est ça. Et puis la vitesse. Mhm. Pour prototyper rapidement, surtout pour ces projets jetables du week-end, comme dit Karpathy. Pour tester une idée vite fait. Exactement. Et ça peut même ouvrir des pistes créatives, générer des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. D'accord. Mais, car il y a un mais. Les risques, parlons-en. Oui, et ils sont nombreux. Le premier, c'est la fiabilité. Le code a l'air bien, il est plausible. Mais,
mais il n'est pas forcément correct. Ni optimisé. Et surtout pas forcément sécurisé. Aïe. Des bugs cachés, des failles de sécurité. Voire des hallucinations de l'IA qui inventent des fonctions qui n'existent pas. Ah oui, ça c'est problématique. Et au-delà des bugs, il y a un risque plus profond, non? Sur les compétences même des développeurs. C'est une grosse critique qui revient. Le risque d'avoir une génération de développeurs qui dépendent totalement de l'IA. Qui ne maîtrisent plus les bases. L'architecture, le débugage. Exactement. On parle de pisseurs de code dans certains commentaires, ou de science au jugé. Une dépendance qui pourrait coûter cher. Et la maintenance alors? Comment on fait évoluer un code qu'on ne comprend pas vraiment? Même soi-même, quelques mois plus tard. C'est le cauchemar potentiel. Mike Coder utilise l'image du château de cartes. Parlant. On construit très vite au début, on est content. Mais ça peut s'écrouler au moindre changement. Et là, tout le temps qu'on pensait avoir gagné. On le perd en débugage infernal. Le vibe debugging, quoi. C'est ça. Sans parler de la qualité intrinsèque du code généré, souvent inutilement complexe, répétitif, pas optimisé du tout. L'IA, elle suit pas toujours les bonnes pratiques, même si on lui demande. Bon, face à ce tableau un peu sombre, est-ce qu'il y a des pistes pour utiliser ça plus intelligemment? Oui, heureusement. Certains, comme Mike Coder, justement, parlent d'une sorte de vibe clean code. L'idée, c'est pas de coder en aveugle. Mais d'utiliser l'IA comme un assistant très puissant, mais qu'on contrôle. Voilà. Ça passe d'abord par un minimum de planification. Avoir une idée claire de ce qu'on veut faire, définir une architecture de base, même simple, ou utiliser un boilerplate. Un modèle de projet, quoi. Une structure saine, oui. Ensuite, il faut mieux guider l'IA. Utiliser les options avancées des outils pour lui donner des règles, un contexte. Et surtout, la règle d'or, ne jamais faire confiance. Aveuglément. Jamais. Il faut relire, tester, filtrer ce que l'IA propose. Et après la génération initiale, prendre le temps de refactoriser. C'est-à-dire? Nettoyer, réorganiser le code pour qu'il soit propre, lisible, maintenable. Mais si on fait tout ça, planifier, vérifier, refactoriser, est-ce que ce n'est pas juste du bon développement assisté par IA, finalement? On sort un peu du vibe pur, non? C'est une excellente question. La frontière est sans doute floue, l'équilibre est subtil. Mais même dans cette approche plus contrôlée, l'IA génère une base de code beaucoup plus vite. Ah, et un outil devient crucial, Git. Le système de gestion de version? Pour pouvoir revenir en arrière, Indispensable. Faire des sauvegardes très fréquentes. Si l'IA part en sucette, on peut annuler et réessayer. C'est un filet de sécurité fondamental. Donc en résumé, le vibe coding, c'est fascinant. Ça promet vitesse et accessibilité. mais avec d'énormes défis. Fiabilité, maintien des compétences, qualité, maintenance. L'enjeu, c'est de trouver cet équilibre délicat entre l'intuition assistée par l'IA et la rigueur technique nécessaire. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une pensée pour aller plus loin. On écoute. Si cette approche, guidée par l'intention, le ressenti, plus que par l'expertise technique profonde, si elle s'étendait massivement, au-delà du code, disons en médecine, en droit, en ingénierie civile, des domaines complexes qui reposent sur un savoir très structuré, sur l'expérience, où est-ce qu'on tracerait la ligne alors entre l'aide de l'IA, qui serait bienvenue, et une délégation aveugle qui pourrait avoir des conséquences potentiellement graves? Quelle place resterait-il pour l'expertise humaine, le savoir-faire éprouvé? C'est une question vertigineuse. Effectivement, de quoi réfléchir.